Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, je pense, et qui est très intéressant, c'est la douleur au cours de la sclérose en plaques. Et si on s'intéresse à ce symptôme dans la sclérose en plaques, la première question qu'on se pose, pourquoi le neurone est-il algique? Et si oui, quels sont les mécanismes sous-jacents? Et comment ça va se traduire cette douleur au cours de la sclérose en plaques? On sait très bien que cette association a été décrite depuis 1800 et cette douleur a été présente sous plusieurs formes et sous plusieurs spectres cliniques. Certains aussi disent qu'il n'y a pas de diagnostic topographique pour la douleur. C'est l'une des difficultés diagnostiques les plus fréquemment rencontrées au cours de notre pratique. On parle de painculus et non d'homunculus. Pourquoi? On va le savoir par ailleurs en creusant dans la physiopathologie aussi bien de la douleur que de la sclérose en plaques, mais aussi dans l'anatomie et la neuroanatomie fonctionnelle propre aux réseaux neuronaux qui sont intéressés par cette douleur. Maintenant, quel est l'intérêt qu'on porte aujourd'hui à la douleur et la sclérose en plaques? Cette association a suscité l'intérêt de plusieurs auteurs. Et si on voit le nombre de publications qui se sont intéressées à ce thème, on voit bien que depuis les années 2008 à 2017, ça a triplé, ça a même doublé. Et donc, les publications dans ce thème, elles sont en train de creuser énormément de questions. Maintenant, mieux encore, on est en train de travailler sur des essais cliniques qui vont cibler ce symptôme algique et cette douleur au cours de la sclérose en plaques. Et rien qu'en 2008, il y a 8 essais cliniques qui vont cibler le traitement de la douleur, que ce soit une douleur neuropathique ou autre, on va le voir aussi. Maintenant, la difficulté, c'est de pouvoir définir cette douleur. C'est quoi ce symptôme? Est-ce que c'est une sensation désagréable? Est-ce que c'est une expérience désagréable? Elle est régie par quoi? Le malade, qu'est-ce qu'il va présenter? Comment on va objectiver ce symptôme? Comment on va le traiter? Toutes ces questions, donc, on doit y répondre. Mais une taxonomie doit être connue parce que quand on parle de douleur, l'une des difficultés au cours de notre interrogatoire et au cours de notre étape anamnestique, c'est de pouvoir relever certains termes qui sont propres à cette symptomatologie. Donc, on doit différencier entre l'hyperalgésie, l'hyperesthésie, les paresthésies, tous ces symptômes qui se rapprochent, mais aussi qui diffèrent aussi bien dans la traduction clinique que dans leur physiopathologie, mais mieux encore, ce qui est intéressant, dans la thérapeutique. Maintenant, on va voir un peu l'histoire de la douleur au cours de la sclérose en plaques. En fait, depuis les premières définitions de M. Charcot, on a parlé de cette douleur qui a évolué à travers le temps. On a parlé de la sclérose insulaire durant les premières définitions, puis les spasmes toniques, ces phénomènes paroxystiques, mais aussi il y a eu un regain d'intérêt par la suite pour la douleur de nature, on va dire, épileptiforme, paroxystique. Et il y a eu énormément d'études, de controverses concernant cette douleur. En 2005, il y a eu la première étude qui a regroupé 10 000 patients, c'est le registre NARCOMS. Ce registre NARCOMS, il y a un problème là. De la douleur qui évolue dans la sclérose en plaques et depuis les premières définitions de M. Charcot, qui s'est intéressé à la douleur et a même parlé de sclérose insulaire. Puis les choses ont évolué. On a parlé de la douleur de nature épileptiforme, qui a justifié aussi la prescription des antiépileptiques. Puis il y a eu un regain d'intérêt dans les années 1960 et les études des médications antiépileptiques sur ce type de douleur. Ensuite, c'est au cours de l'année 2003 qu'il y a eu la première classification douleur et sclérose en plaques ou de douleur neuropathique nociceptive. Mieux encore, en 2007, il y a eu maintenant les associations qui se sont intéressées uniquement au versant algique de la sclérose en plaques, c'est la Multiple Sclerosis Related Pain. Et donc, la douleur, elle a bien sa place dans la pathologie sclérose en plaques et donc, elle mérite un intérêt particulier. En 2005, il y a eu le fameux registre donc NARCOMS. C'est un registre qui s'est intéressé à la facette donc, ou ce symptôme algique de la sclérose en plaques et qui a réuni des milliers de patients et les premiers résultats étaient surprenants. Pourquoi?
Parce que la douleur, elle est présente. Sur 10 000 patients, il y avait 7 000 qui se sont plaints de douleur. Cette douleur, elle était très hétérogène. Il y avait une douleur associée à la fatigue, des douleurs à cause de la spasticité, des douleurs très mal définies qui avaient des sortes de paresthésie, des gènes qui étaient un peu très difficiles à étudier. Puis, la douleur a été un marqueur de sévérité. En fait, on s'est dit que cette douleur pouvait être donc un marqueur de sévérité, de progression de la maladie. Et le profil de sexe féminin, où la douleur touchait plusieurs sites, cette douleur, quand elle était constante, elle était associée à un handicap plus sévère et même à une forme évolutive et une dépression. Donc, ce registre NARCOMS a bien relevé des indices concernant cette douleur, mais aussi il a incité sur le fait de creuser sur le plan physiopathologique, sur le plan sémiologique et sur le plan classification de la douleur, mieux encore sur le plan pronostic. Et puis, il y a eu ce papier en 2015, c'est toujours l'extension de NARCOMS, l'impact de la sclérose en plaques sur donc, les poussées et l'association à la douleur. Et on voit bien que à ce niveau-là, il y a une association concrète entre le fait d'avoir des douleurs au cours de la maladie et l'association à un profil évolutif un peu plus sévère. La prévalence maintenant de la douleur et de la sclérose en plaques, 2015 a été une année aussi très riche en termes de publications concernant cette association. Et toujours, ce sont des données qui ont été relevées par ce registre NARCOMS. En fait, si on voit l'histoire naturelle des symptômes au cours de la sclérose en plaques, on voit bien que le nombre de patients qui ont présenté la douleur était très, très important. Ils se sont aussi intéressés aux troubles sensitifs, à la spasticité, et on voit sur ces diapos-là que énormément de patients, la prévalence donc était assez importante. Par exemple, on prend les dysesthésies, elles étaient exprimées par 23 000 patients sur 25 000 ou 28 000, c'est le nombre total de patients dans ce registre. La spasticité aussi, elle était présente chez 23 000 quand même. C'est des chiffres assez importants. Et donc, on s'est dit que peut-être que la douleur traduisait encore quelque chose de plus évolutif et même c'est peut-être un symptôme qui était présent dès les premiers phénomènes, dès la première cascade inflammatoire. On sait très bien que lorsque la sclérose en plaques, elle s'exprime, elle parle, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Alors, pourquoi ne pas s'intéresser à la douleur comme autre symptôme? Et là, voilà, la douleur, elle était présente à plusieurs stades évolutifs de la maladie, c'est-à-dire durant le syndrome radiologique isolé, c'est-à-dire que la maladie ne s'est pas encore exprimée. Durant la phase prodromale, on a bien des prodromes de type algique, mais aussi au cours de l'évolution de la maladie, que ce soit au moment du diagnostic, au cours des poussées et même pendant l'évolution et la progression de l'handicap. Donc, elle est présente finalement à tous les stades évolutifs de la maladie. Ce qui a fait qu'il y a un nouveau concept, le Multiple Sclerosis Prodrome, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui pourraient être donc suggestifs d'une forme prodromale de sclérose en plaques et qui pourraient justifier une surveillance particulière et pourquoi pas un diagnostic plus précoce. Comme on voit ici, donc, les symptômes vagues, d'où la douleur, les dysesthésies, les paresthésies, et pas mal de fois on les prend pour des patientes psychosomatiques, elles sont présentes même 4 ans avant l'expression ou avant la confirmation de la maladie. Donc, c'est un continuum. On a une douleur qui pourrait traduire donc un phénomène anatomopathologique qui est présent depuis des années et qui pourrait se traduire et évoluer dans le temps. Donc, on parle donc du continuum of pain et il est régi aussi par des mécanismes qui vont intervenir essentiellement des changements à l'échelle structurale et on va les voir dans la partie physiopathologie. Donc, on peut dire que nous avons des nouveaux concepts qui sont reliés à la douleur. C'est la Multiple Sclerosis Prodrome. Mais aussi, cette douleur, elle pourrait traduire une évolution dans le temps et elle pourrait être de plusieurs types, même des années avant. C'est-à-dire, elle pourrait être de type sensoriel, musculo-squelettique ou autre. Maintenant, la question qui se pose,
quand on a un patient qui présente une douleur au cours de notre consultation, comment on va classer cette douleur? Alors, il n'y a pas une seule classification. Nous avons une classification physiopathologique et c'est la plus difficile. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la traduction clinique du symptôme douloureux tout en sachant qu'il est régi par un mécanisme physiopathologique particulier. Je prends par exemple le symptôme ou le signe de l'hermite qui est donc dû à des décharges, on va dire, paroxystiques où la lésion pourrait siéger au niveau donc des colonnes dorsales et de type démyélinisante. Les douleurs, par exemple, céphalées, elles ont leur origine soit au niveau du tronc cérébral et c'est la neuroinflammation qui pourrait être le principal facteur pathogénique. Donc, chaque douleur aurait une origine anatomique, certes, physiopathologique propre. Maintenant, si on revient un peu à la pathogénie de la sclérose en plaques, on sait très bien qu'il y a plusieurs acteurs physiopathologiques. Nous avons l'inflammation et toute la panoplie des cascades, mais aussi nous avons des nouveaux acteurs maintenant qui sont les astrocytes, la microglie activée et la synaptopathie. Serait-il aussi incriminé dans la douleur et si oui, par quel mécanisme? Alors, la neuroinflammation, certes, elle joue un rôle très important dans la douleur, aussi bien dans le déclenchement de la douleur que dans le maintien de la douleur, c'est-à-dire d'une petite lésion ou une neuroinflammation focale, on va avoir des phénomènes qui vont faire perdurer cette inflammation, mais de la douleur aiguë, ils vont faire aussi perdurer la douleur qui va être donc une douleur chronique, qui est le symptôme le plus grave, on va dire, et le plus gênant pour nos patients. L'activation microgliale, oui, elle va jouer aussi un rôle dans la douleur. Comment? Parce qu'elle va faire des remaniements ou des modifications architecturales essentiellement au niveau des synapses et donc on va avoir un déséquilibre entre le système excitateur-inhibiteur via le GABA, le glutamate et les autres. Et donc, on va avoir des phénomènes paroxystiques, des douleurs paroxystiques qui justifieraient bien sûr l'emploi des antiépileptiques. Maintenant, au cours de la neuroinflammation, la douleur aussi, elle va jouer un rôle, puisque en fonction de sa localisation, la neuroinflammation va se traduire et va aussi être à l'origine d'une douleur. On prend par exemple, au cours de la neuroinflammation, la modification de la barrière hémato-encéphalique. On va avoir donc une infiltration des cellules immunitaires, une activation périphérique, mais aussi centrale. Et donc, tout ça va faire qu'il y aura une maintenance de la douleur chronique. Donc, nous avons des douleurs aiguës, mais nous avons aussi des douleurs chroniques au cours de la sclérose en plaques. Mais la particularité, c'est quoi en fait? C'est qu'il y a plusieurs sites. Et ces sites de liaison à des anticorps via un phénomène auto-immun initial va se faire à plusieurs niveaux. Du cervelet, au niveau des nerfs périphériques, au niveau du cortex moteur, au niveau de la microglie. Et donc, ce qui expliquerait que la douleur ressentie par le patient, elle n'a pas un seul spectre ou une seule traduction clinique. Là, je vous montre donc le schéma de la nociception chez un patient CEP. Et vous voyez que, arrivé au niveau du cortex, ici, nous n'avons pas de systématisation, nous n'avons pas de topographie particulière, mais ce que nous avons, c'est que en fonction de chaque type de stimulus, en fonction de chaque fibre, nous allons avoir un réseau neuronal, une connexion propre qui va utiliser certains récepteurs, qui va utiliser ou qui va sécréter certaines substances qui vont se traduire par un type particulier de douleur. Ce qui justifie que la partie anamnestique et recueillir tous les phénomènes que le malade va rapporter au cours de la douleur, c'est très important. Ce qui nous incite à faire un interrogatoire minutieux pour un patient qui est algique au cours de la sclérose en plaques. On peut aussi se référer à la classification chronologique. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que la douleur elle est aiguë, est-ce qu'elle est chronique, est-ce qu'elle est paroxystique? Et en fonction du type chronologique, on peut deviner quel type de douleur. Mais, grosso modo, nous avons
4 grands symptômes. Nous avons les douleurs continues, comme les dysesthésies au niveau des extrémités. Nous avons les douleurs intermittentes, comme le signe de l'hermite et la névralgie du trijumeau. D'autres douleurs, comme les douleurs musculo-squelettiques et des douleurs mixtes ou non neuropathiques. La classification sémiologique aussi des douleurs au cours de la sclérose en plaques, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous orienter vers un type bien particulier qui justifierait bien sûr une prise en charge bien particulière. Pour les douleurs neuropathiques, elles peuvent être intermittentes comme elles peuvent être continues. Pour les douleurs non neuropathiques, elles peuvent être primaires comme les dystonies paroxystiques ou secondaires comme les douleurs iatrogènes comme la spasticité ou les lombalgies. Les douleurs mixtes aussi comme des céphalées, des dystonies, mais aussi un autre type de douleur qui est la fibromyalgie et qui est fréquemment rapportée par les patients atteints de sclérose en plaques. Maintenant, on va donner quelques exemples et on va s'intéresser donc aux caractéristiques sémiologiques du type de douleur. Pour la céphalée, au cours de la sclérose en plaques, elle est décrite. Et maintenant, on s'intéresse plus à ce côté donc physiopathologique de la sclérose en plaques. Pas mal de RIS ont été révélés par des céphalées, pas mal de conversions d'un RIS vers une authentique sclérose en plaques se sont manifestées par des céphalées. Et donc, c'est un symptôme fréquent. La migraine aussi, elle est plus fréquente chez les malades atteints de CEP, de sexe masculin. Aussi, la surutilisation des médications pourrait être donc un facteur prédictif de céphalée, mais aussi les thérapies qui sont donc utilisées pour la sclérose en plaques pourraient donc révéler des céphalées. Et on connaît très bien le syndrome pseudogrippal qui est donc un effet secondaire des interférents. La migraine et des céphalées de tension aussi ont été rapportés chez les malades CEP et ils sont beaucoup plus fréquents, de l'ordre de 21 à 48%. Maintenant, la physiopathologie sous-jacente, c'est qu'on peut avoir des lésions démyélinisantes au niveau du mésencéphale, mais aussi au niveau d'autres structures donc neuronales comme la substance grise périaquéducale ou le noyau du raphe. Donc, migraine et céphalée de tension sont essentiellement dues à des lésions au niveau du tronc cérébral ou au niveau du mésencéphale. Pour ce qui est de la névralgie du trijumeau, certes, elle intéresse une population moindre que les céphalées et les autres symptômes douloureux, mais elle est 20 fois plus fréquente au cours de la CEP que par rapport à la population générale. Elle se distingue de la névralgie essentielle par plusieurs points et l'atteinte bilatérale, l'hypoesthésie dans le territoire du 5 sont des facteurs donc, qui pourraient justifier la réalisation d'investigations et qui pourrait donc être liée à la sclérose en plaques. Sur le plan physiopathologique, elle pourrait être due à des lésions de démyélinisation sur le trajet du 5. Pour les douleurs neuropathiques, donc ce type de douleur, il est très fréquent. C'est des douleurs neuropathiques d'origine centrale. Elles sont 2 fois plus fréquentes par rapport à la population générale, mais d'âge équivalent. Elles peuvent être continues ou paroxystiques. Elles peuvent se traduire par des dysesthésies, un signe de l'hermite, et elles concernent en moyenne 26 à 58% des patients atteints de sclérose en plaques. L'autre type de douleur, c'est les douleurs ostéo-articulaires. Et pas mal de patientes débarquent en rhumato avant de consulter en neurologie parce qu'elles ont ces fameuses douleurs ostéo-articulaires. Alors, les causes, est-ce qu'il s'agit d'une comorbidité ou est-ce qu'il s'agit de posture anormale, de perturbation de la répartition du poids du corps? Donc, plusieurs hypothèses ont été émises concernant ces douleurs ostéo-articulaires. Mais la particularité, c'est que ces malades, grâce au traitement par les corticoïdes, ils vont aggraver leur douleur ostéo-articulaire et donc une mention très particulière pour nos patients qui sont sous corticothérapie. Il ne faut pas hésiter à demander s'ils ont donc des manifestations algiques ostéo-articulaires. La fibromyalgie, c'est un symptôme qui est fréquent aussi, qui est un symptôme très gênant, surtout qui toucherait les femmes jeunes. C'est un symptôme polyalgique, chronique, essentiellement clinique, dont la pierre angulaire et l'existence de douleurs musculotendineuses articulaires mal systématisées. Et l'hypothèse sous-jacente, c'est que soit c'est une maladie chronique, soit les mécanismes éthiopathogéniques sont communs entre la sclérose en plaques et la fibromyalgie, soit c'est un dysfonctionnement du système nerveux central, mais la physiopathologie de ce symptôme-là, de ce syndrome, elle est très complexe, impliquant le NMDA, les lésions médulaires et le système GABAergique. Pour les douleurs iatrogènes,
il y a une nette prédominance chez les patients qui sont sous interférents. Elles sont dues au traitement de fond, soit le syndrome pseudo-grippal qui pourrait être la principale manifestation, soit des douleurs au niveau des points d'injection, soit des myalgies et des céphalées. Mais méfiez-vous, ces douleurs iatrogènes pourraient être donc le seul alibi ou le seul motif de non-adhérence au traitement de fond dans 14 à 44% des cas. Et donc, il faut les chercher, il faut savoir les traiter, il faut savoir aussi les prévenir. Quant à la dystonie paroxystique, elle a une prévalence de 11 à 19%. Ce sont des spasmes toniques douloureux, ce sont des contractions musculaires paroxystiques récurrentes plusieurs fois par jour, elles sont involontaires. C'est la sclérose en plaques, elle est connue être la première cause de ces dystonies paroxystiques et elles sont rarement inaugurales. Les hypothèses physiopathologiques, elles sont multiples, soit c'est une activation hépatique, soit c'est des lésions de démyélinisation. L'autre syndrome, c'est le syndrome des jambes sans repos. La physiopathologie, elle est très complexe, mais on sait que c'est peut-être des démyélinisations au niveau des projections dopaminergiques descendantes. Ce syndrome des jambes sans repos, il est dû à un mécanisme inflammatoire faisant donc intervenir l'activation de l'oxyde nitrique, la retention intracellulaire, mais chose très importante, c'est une déplétion, une diminution de la production de la dopamine qui serait la principale responsable de ce syndrome. Et donc, au final, si on va s'intéresser sur le plan sémiologique à ces douleurs, c'est plusieurs types. On peut avoir des douleurs neuropathiques, des douleurs non neuropathiques, dues aux médications et qui vont toucher plusieurs sites. Donc, comme on voit ici, même la névrite optique, elle pourrait être douloureuse. Sur le plan central, ils vont s'associer à d'autres symptômes. Donc, ce qui fait que la douleur aujourd'hui, elle est considérée comme un modèle conceptuel qui ferait intervenir plusieurs facteurs d'ordre biologique, d'ordre cognitif, d'ordre comportementaux et qui va osciller entre une interférence de la douleur avec les activités quotidiennes, avec le travail, avec les fonctions cognitives et avec la sévérité de la douleur qui va être évaluée par des outils et des moyens diagnostiques. Donc, comment on va évaluer cette douleur en pratique? On dispose en fait de plusieurs échelles, de plusieurs outils d'évaluation qui sont de pratiques courantes, que ce soit des questionnaires ou des moyens simples à évaluer la douleur, aussi bien sur le versant sévérité que durée, que intensité. Là, c'est le Pain Scale Chart ou le Pain Assessment Tool qui est très facile à faire pendant notre consultation et qui va classer la douleur de mineure à sévère. Le Pain Detect, donc c'est un questionnaire qui est assez détaillé et qui va s'intéresser à plusieurs versants et qui va donc s'intéresser aussi à l'activité quotidienne du patient, aux différents types de douleurs, à l'intensité. Et donc, ce Pain Detect, il est très important dans le sens où il va permettre aussi de classer sur le plan physiopathologique notre douleur. C'est-à-dire que si on a un score supérieur à 12, on peut dire que le patient bascule dans le type de douleur neuropathique. Et donc, par cette échelle ou cet outil facile à faire, on peut dire que nous sommes dans un groupe de douleurs neuropathiques qui justifierait bien sûr une thérapie particulière. Les autres moyens diagnostiques, tout en sachant que la DN4 n'est pas suffisante, on peut aussi s'aider du Neuropathic Pain Symptom Inventory et qui est très facile aussi. Par exemple, on va demander la douleur est-elle comme une brûlure, est-ce que c'est comme un étau? On va toujours chercher donc les petits, la sémiologie fine des douleurs pour pouvoir la rattacher en fait à un mécanisme physiopathologique assez précis. Les autres outils d'évaluation, donc, ils vont s'intéresser au versant impact. Et quelles sont les conséquences de la douleur? Est-ce qu'elle est assez importante pour gêner les activités quotidiennes, pour retentir sur l'humeur, pour modifier le comportement? Et ça, c'est très important parce qu'on a donc des moyens d'évaluer l'impact de la douleur sur le patient sclérose en plaques. Aussi, l'impact psychologique par le Pain Acceptance, par le Cognitive Fusion. On a plusieurs questionnaires en fait qui sont des mesures psychologiques rien que pour évaluer le retentissement quotidien de la douleur sur le patient atteint de sclérose en plaques. Maintenant, qu'en est-il du traitement? La première nouveauté, c'est que maintenant, le traitement symptomatique de la sclérose en plaques
a été bien codifié. Nous avons des guidelines là-dessus. Et le National Institute donc, of Health and Care Excellence, ils ont dans leur section 5 le traitement des symptômes de la sclérose en plaques et la réhabilitation. Si on va s'intéresser à la douleur, donc elle figure dans la section 1.5.29, c'est traiter les douleurs neuropathiques chez les adultes, mais aussi il faut se méfier des autres types de douleurs qui peuvent être associées. Et on va détailler un peu donc ces guidelines pour le traitement. On dispose de plusieurs molécules et vous savez très bien qu'il faut cibler pour traiter. Donc pour les douleurs neuropathiques, il y a l'amitriptyline, il y a la gabapentin, la prégabaline. Alors, comment on va faire le choix? D'autres molécules sont donc indiquées, comme les opioïdes, l'analgésie non opioïde, les antiépileptiques, les inhibiteurs donc, de la recapture de la sérotonine, les antidépresseurs tricycliques, toutes ces molécules sont employées. Les antiépileptiques aussi, on a un large choix pour les antiépileptiques, que ce soit la motrigine, la carbamazépine, le valproate ou la prégabaline. Toutes ces molécules peuvent être employées. Pour la spasticité aussi, on peut donner des antispastiques à des doses bien particulières, tout en sachant que les effets indésirables, ils sont très importants, il faut les chercher. Et on peut donc donner le diazépam, le baclofène ou même donc le dantrolène. Alors, quel est le message? Pour traiter les douleurs neuropathiques, on va cibler le mécanisme sous-jacent. Que ce soit donc au cours de l'inflammation, on va s'intéresser, donc au cours de l'inflammation, on va s'intéresser essentiellement aux corticoïdes. Pour l'activation des voies sensitives centrales aussi, on va proposer donc des stimulations. Les douleurs neuropathiques au cours de la sclérose en plaques peuvent être dues à une hyperexcitabilité neuronale. C'est la synaptopathie sous-jacente. Et donc, on va s'aider par les antiépileptiques type carbamazépine et autres. Pour les douleurs neuropathiques aussi, on peut donner les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. La libération excessive de neurotransmetteurs justifie la prescription des cannabinoïdes ou les inhibiteurs donc des alpha-2, CA2+. Donc là, c'est des exemples donc, de molécules utilisées fréquemment de routine pour le traitement des douleurs neuropathiques, que ce soit les tricycliques, la dose, elle varie entre 25 et 125 mg par jour, c'est-à-dire c'est un traitement un peu personnalisé en fonction de chaque patient, en fonction de sa tolérance et de sa réponse thérapeutique, tout en sachant que les opiacés forts, donc ce n'est pas la molécule de choix en fait, mais il y a un certain bénéfice à les prescrire. Maintenant, pour la spasticité, il y a un algorithme qui est très intéressant, tout en sachant qu'on peut aller jusqu'à l'injection intrathécale donc, de baclofène, mais avant, il faut d'abord évaluer le retentissement de la spasticité sur le patient. Est-ce qu'elle est assez gênante pour justifier un traitement? Il faut toujours commencer par un traitement par voie orale, et puis on va évaluer et on va donc optimiser en fait le traitement antispastique. Pour les céphalées de tension et la migraine, donc, on peut donner du paracétamol, les INS aussi sont donc, employés. Le traitement de fond, on peut donner l'amitriptyline qui est une molécule très bénéfique et les malades répondent très bien à l'amitriptyline. Pour la névralgie du trijumeau, le traitement de choix, bien sûr, c'est la carbamazépine, mais on peut aller jusqu'à un traitement par thermocoagulation lorsqu'on a des formes rebelles au traitement médical. Pour la fibromyalgie, la prégabaline est une molécule employée et qui donnerait un bénéfice très important. L'injection intraveineuse de kétamine aussi a été essayée. Pour le traitement des douleurs iatrogènes, c'est essentiellement le traitement du syndrome pseudogrippal, le paracétamol et les INS, bien sûr. Les douleurs au point d'injection, on peut donc éduquer le patient, les techniques d'injection ou des crèmes anesthésiques. La dystonie paroxystique, elle justifie la prescription de la carbamazépine et de la prégabaline, des injections de toxines botuliques aussi tous les 3 à 4 mois pour les formes focales chroniques. La prise en charge, elle est double. Nous avons vu la médication, donc pharmaceutique, donc on donne des médicaments, mais aussi on a une prise en charge non médicamenteuse. Donc non médicamenteuse, qui veut dire donc soit on va s'aider par l'acupuncture, la neurostimulation, d'autres donc méthodes qui sont en cours d'évaluation comme la relaxation et le reste, mais toujours garder en tête que le traitement, même non pharmacologique, il va dépendre du type physiopathologique de la douleur. Par exemple, la douleur neuropathique, elle justifie l'acupuncture,
donc la méditation, mais aussi la thérapie cognitive et comportementale. La neurostimulation, elle a sa place aussi, puisque donc c'est un des traitements proposés et qui pourrait être bénéfique. Il y a eu plusieurs papiers là-dessus, même la stimulation cérébrale non invasive aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont agir sur une composante très importante de la douleur paroxystique, c'est-à-dire qu'elle va cibler donc l'excitabilité cortico-spinale. Aussi, cette étude pilote donc qui a objectiver donc l'effet bénéfique de cette stimulation. Les thérapies non médicamenteuses aussi à base d'acupuncture ou de régime carrément, de thérapie cellulaire, tout ça est encore d'essai avec certains bénéfices donc pour certains patients. Une mention particulière pour la thérapie cognitive. Pourquoi? Parce que là, on a donc des outils de mesure qui ont prouvé l'efficacité de cette thérapie, aussi bien sur la sévérité de la douleur que l'intensité de la douleur, que l'impact de la douleur sur l'activité quotidienne. C'est-à-dire que cette thérapie cognitive et comportementale, elle serait à la fois bénéfique pour traiter l'impact psychologique de la douleur, mais aussi quand on a une comorbidité, une association avec des symptômes dépressifs. L'autre thérapie, c'est les cannabinoïdes, et donc qui ne sont pas disponibles bien sûr en Tunisie, mais qui ont fait leur preuve pour traiter la douleur, mais aussi la spasticité. Aussi, ils ont un effet potentiellement neuroprotecteur, mais aussi d'autres symptômes de la sclérose en plaques seraient soulagés par ces substances. Donc, en conclusion, la douleur ou les douleurs au cours de la sclérose en plaques, elles sont souvent sous-diagnostiquées. Leur impact négatif est assez important, c'est pour ça qu'il faut le chercher, que ce soit la dépression ou l'impact physique, psychologique, psychosocial, activité quotidienne. La compréhension des mécanismes physiopathologiques est la pierre angulaire pour réussir un traitement contre la douleur au cours de la sclérose en plaques. Et je vous remercie. Merci.